La rencontre de ce soir réunit un auteur et un musicien. Un auteur spécialiste de la musique romantique, mais aussi directeur artistique de grands festivals et éditeur, quelqu'un qui s'intéresse à l'art des autres et qui cherche en permanence le contact direct avec les artistes d'aujourd'hui, qu'ils soient émergents, comme on dit au Canada, ou reconnus. Un musicien, l'un des plus grands violoncellistes français actuels, premier prix du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, élève notamment de Pierre Fournier, remarqué très tôt par Yehudi Menuhin, qui l'invita à jouer le concerto pour violoncelle de Dvorak sous sa direction à Prague et Paris. Il a enregistré l'intégrale de Beethoven et de Chopin, déjà joué avec les plus grands orchestres. Comme Jean-Yves Clément, c'est une personnalité aux intérêts multiples. Ce musicien ne s'intéresse pas qu'au répertoire, mais aussi à la musique contemporaine, a fondé Vocello et le quatuor Filia Europa. Il joue aussi avec un accordéoniste, Richard Galliano. En 2007, il a créé le concerto pour violoncelle du bien nommé Michel Legrand, dont on connaît en particulier la musique de film, qui a été récompensée notamment par 3 Oscars. Henri de Marquette ne jouera pas ce soir sur son violoncelle créé par Stradivarius en 1725, mais il l'a souvent fait en compagnie de pianistes tels Jérôme Ducrot, Brigitte Enguerrer, Michel d'Alberto. Prenons le relais ici de Manuel Brossé, qui d'ailleurs est avec nous ce soir et qui a magnifiquement présenté le livre de Jean-Yves Clément la semaine dernière. Prenons le relais donc de Manuel Brossé, j'espère que je ne vous fais pas trop de pression en disant ça. Henri de Marquette dialoguera à sa manière et peut-être en contrepoint, disons, avec Jean-Yves Clément. Le piano de l'esprit est un livre singulier qui n'est pas l'œuvre d'un musicologue, un profil auquel vous ne voulez pas être associé, Jean-Yves. C'est une ouverture, il y a une ouverture en 12 variations suivie de 6 chapitres découpés par tranches chronologiques, allant de la naissance de Glenn Gould à sa mort, et dont le modèle littéraire se situe entre la biographie et le traité philosophique. Comme l'évoquent les titres de ces chapitres, et je me suis permis de les nommer parce que je crois que ça vaut le coup ici, de l'affirmation de soi, de la recréation, de la morale, du renoncement, du crépuscule, mort et transfiguration. C'est l'œuvre d'un écrivain qui, mine de rien, développe sa propre méditation sur la musique en cherchant à comprendre en profondeur celle de Gould. Un dialogue de solitude à solitude, en phase avec ce que Gould lui-même disait de l'idéal de la relation entre le musicien et l'auditeur, à l'écart de la scène et du monde. Nous sommes très heureux de déplacer ici la discussion en la confiant à un interprète exceptionnel, Henri de Marquette, et de recevoir à nouveau au Centre culturel canadien Jean-Yves Clément. Nous tenons à remercier nos 2 partenaires, les éditions Actes Sud et la Glenn Gould Foundation de Toronto. La lecture de ton livre a été pour moi des grandes découvertes et beaucoup de révélations, mais je voudrais poser une question très basique qui, pourquoi écrit-on aujourd'hui un livre sur Glenn Gould? Comment se fait-il qu'on puisse y trouver un intérêt pour un large public et finalement, probablement par la notoriété de Glenn Gould, et comment cette notoriété est arrivée sur ce personnage qui paradoxalement s'est retiré du monde, comment cette notoriété est arrivée là où évidemment les moyens peut-être médiatiques étaient beaucoup moins importants que ceux qu'on connaît maintenant pour se faire connaître à coup d'Instagram et de YouTube. Alors, la question est double, c'est pourquoi je me suis collé au sujet et comment on pourrait tenter d'expliquer cette reconnaissance étrange de Glenn Gould, tel qu'on l'a déjà un petit peu évoqué d'ailleurs la semaine passée avec Manuel. Moi, j'ai aimé ce défi qui m'était proposé par mon éditeur, c'est tout bête, mais sinon, j'aurais jamais pensé à faire une chose pareille, quoique je l'aime depuis toujours, Glenn Gould. Ce qui est drôle, c'est que plus je l'ai approché, plus j'ai appris à l'aimer en profondeur, parce qu'on en a tous, sinon, une vision, et moi aussi au départ, qui est, si ce n'est réduite, en tout cas, qui n'est pas assez complète, à mon avis, alors que c'est bien plus qu'un pianiste pour moi, et bien plus même qu'un musicien, presque, je dirais, mais ça, je l'ai déjà dit aussi la semaine passée. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de réfléchir sur ce paradoxe. Comment cet homme peut-il encore aujourd'hui susciter autant de questions, d'interrogations, être si présent, être si perpétuellement présent, être si moderne dans sa façon de nous parler, alors que lui-même était plutôt reclus
comme s'il était proche malgré tout, et paradoxalement, justement, d'autant plus proche qu'il se voulait, lui, être absent du monde. Ce que j'aimerais savoir, c'est, dans la lecture de ce livre, ce qui peut amener un public beaucoup plus large, c'est-à-dire qui dépasse même la musique, à s'intéresser à cette vie et à cette biographie. Et quels sont les traits à la fois de caractère et les traits comportementaux qui amènent la lecture de ce livre à une autre dimension que celle de musicien. Ça pourrait être, je ne sais pas, un sportif ou un penseur ou un alpiniste. Voilà. Mais précisément, justement, il n'est pas qu'interprète, il n'est pas qu'instrumentiste. Moi, ce que j'ai dit à mon éditeur, Bertrand Dermoncourt, quand il m'a proposé Glenn Gould, je lui ai dit, bah oui, mais ce sera vraiment le premier et le dernier de cette collection d'interprètes, parce que c'est impossible que je m'en parle d'un autre, ça ne m'intéresse pas du tout. Il n'y a pas assez de choses à dire, pardon Henri, sur un interprète par rapport à un compositeur. En même temps, tu ne sais pas tout. Mais bon. Ah, oui, c'est vrai. Et ensuite, effectivement, ce qui intéresse sans doute et ce qui peut intéresser un très large public, chez Glenn Gould, c'est bien autre chose que le pianiste, c'est cet aspect un peu insolite, même on l'a dit, excentrique, drôle, ubuesque, différent, caricatural, tout ce qu'on veut. Et c'est un personnage de film, en plus il est très photogénique, il y a mille choses. Très beau étant jeune. Ça a été presque une rockstar en 1955 quand sont parus les Goldberg. Il y a tout cet aspect, moi, qui m'intéresse très peu finalement. Mais il y a le penseur, il y a l'écrivain et le musicologue, mais dans le meilleur sens du terme. Il y a l'homme de radio qui invente une façon de faire de la radio qui est absolument nouvelle et toujours pas vraiment suivie aujourd'hui, c'est-à-dire avec une espèce de polyphonie, radiophonique, avec entre les voix qui interviewent et la bande-son, donc une façon très moderne d'investir le micro. Et voilà, une façon très moderne aussi à l'époque d'être un Léonard Bernstein ou un Jean-François Zigel avant l'heure, en voulant communiquer à tout prix la musique à travers des émissions à Radio-Canada ou à Télé Radio-Canada, cette merveilleuse machine qui existait déjà chez vous dans les années 50, qui produisait des émissions d'une qualité incroyable. Et Gould, ça l'a intéressé, de partager, de transmettre, mais de cette façon-là, hors du concert. Donc il y a mille choses à dire, et oui. c'est bien. D'où est venue cette espèce de mariage surconsommé entre cette prééminence de Jean-Sébastien Bach qui le fait dire, je tombe dessus, ça tombe très bien, Bach constitue la raison première pour laquelle je suis devenu musicien. Et comment cette fusion totale entre Jean-Sébastien Bach et Gould a permis de le rendre si inoubliable, aussi rockstar, si connu, et même, je pense que il y a beaucoup de personnes de la rue, comme on dit, oui, qui connaissent le nom de Glenn Gould, pas forcément tous ses enregistrements, mais en tout cas le nom. Mais ça aussi, c'est ultra paradoxal, et c'est du règne du mystère, à la fois de l'improbable absolu, parce que quand en 1955, donc il avait 23 ans, Columbia lui a proposé d'enregistrer un disque et que lui a voulu que ce soit Bach et en plus que ce soit les Goldberg, tout le monde a cru que ça allait faire un bide total, parce qu'à l'époque, les Goldberg étaient joués un peu ou par des clavecinistes essentiellement, d'ailleurs Landowska entre autres, ou par quelques pianistes un peu méconnus, sauf Pharaoh, mais on ne le connaissait pas aux États-Unis. Et par Thibault souvent. Oui, c'était une œuvre totalement absente du répertoire. Et lui, il l'a totalement investi de façon complètement folle. Il en a fait vraiment son œuvre. D'ailleurs, on peut la critiquer aussi, cette version, parce qu'elle est très pianistique, elle est très hédoniste, elle est très géniale. En même temps, c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu Pogorelic dans ses meilleures années, tu vois, ce côté-là. C'est pas encore le Gould le plus profond du monde, mais c'est un pianiste d'exception qui se manifeste. Et puis, il y a toutes ces attitudes qu'on évoquait, filmées, enregistrées, avec les petits bouts qu'on avait, les photos qu'on avait faites à l'époque. En fait, tu dis rockstar, mais c'est vrai que ça a été le premier disque à faire ce qu'on souhaiterait faire tous aujourd'hui dans le milieu, à sortir la musique classique du ghetto, comme on dit. Et ça a été fait par un Canadien de façon improbable, avec une œuvre inconnue, en 1955. Aussi parce que la pochette, génialement,
était constitué on voit ça maintenant dans les rééditions, on voit les pochettes anciennes, de 30, comme les 30 variations des Goldberg, de 30 photos différentes de Gould dans toutes les attitudes lors de l'enregistrement. Donc il y a eu, tu vois, les magazines de mode. Un travail de marketing, alors. Oui, les magazines de mode s'en sont emparés, il a dû répondre à des interviews de toutes sortes qui n'avaient rien à voir avec la musique, qui l'ont profondément déprimé. Il y a quand même un mot qu'on a besoin, que tu as prononcé et qu'on a besoin de définir avant de vraiment comprendre cette implication de Gould avec Jean-Sébastien Bach, c'est le mot contrepoint. Il semble que ce mot soit à la clé finalement de toute l'histoire et de tout le désir profond musical de Glenn Gould et qui répondent même à son choix de jouer du piano sur le choix sur lequel on va pouvoir revenir. Mais ce mot de contrepoint, qu'est-ce que cela veut dire à la fois musicalement, parce que moi je ne sais pas, je le dis tout de suite, et c'est trop compliqué pour moi, je joue qu'une note à la fois, donc bon bref. Et ce mot de contrepoint, et qu'est-ce que ça... Je veux dire, quelles en sont les implications? Tu parles même tu dis même dans ton livre que sa personnalité est en contrepoint. Tu parles même de polypersonnalité. Alors, on va essayer de faire simple ici, parce qu'on n'est pas à la Sorbonne pour expliquer ce que c'est que le contrepoint. J'en serais bien incapable en plus, mais restons à la polyphonie, oui. Gould est quelqu'un qui ne supporte pas la voix unique, dans tous les sens du terme. Il lui en faut plusieurs qui résonnent de façon superposée. Et lui-même, dans ses activités, avait une façon de voir la vie et sa manière d'être de cette façon-là, par couche et par actions multiples en même temps. Il avait ce génie et cette possibilité-là. Je sais que Bruno Mont-Saint-Jean en témoigne, et dans l'intimité, dans la réalité, il a vu faire à Gould des choses tout à fait stupéfiantes, puisqu'il raconte qu'un jour il enregistrait l'art de la fugue et qu'en même temps il voyait dégribouiller quelque chose alors qu'il essayait une main et qu'à la fin il s'était rendu compte qu'il avait écrit tout ce fameux texte qui est une pochade contre entre guillemets Arthur Rubinstein dont il se moque, c'est-à-dire il avait mené deux actions qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre de façon aussi sérieuse l'une et l'autre dans le même temps, et en même temps il parlait à Bruno Mont-Saint-Jean, tu vois. Et puis, mais toute sa vie était faite comme ça. C'est comme chez Liszt, il y a une façon d'être dispersé, mais en réunissant le tout. Le contrepoint, c'est ça, c'est mener en même temps, comme les couches d'un gâteau, plusieurs voix, mais de façon harmonieuse. C'est pas, on ne met pas une couche d'oignon, une couche d'abricot, tu vois, tout marche ensemble et crée une harmonie, aussi improbable soit-elle, parce que ce qu'il y a de particulier dans l'art de Gould quand on l'entend, c'est qu'il trouve et il fait ressortir des voix, même quand il n'y en a pas, c'est-à-dire il en recrée, il en invente de façon plus ou moins superficielle, il enrichit pour le coup véritablement, en forçant un peu le trait, les choses, tu le sais bien, de telle manière qui rend ça plus intéressant encore. Et ça crée cette présence. Pourquoi il est si stupéfiant, même quand on le voit, on va le voir là, c'est parce que d'un seul coup, il nous requiert, mais pas comme un individu, simplement pourrait le faire en s'exprimant comme moi là, en faisant une chose. C'est parce qu'on sent qu'il est multiple d'un coup. Mais il est multitâche, quoi. Oui. Il est multitâche, donc il sait, comme pour la musique, faire suivre plusieurs lignes en même temps. Il en a besoin, oui, c'est même de façon obsessionnelle. Tu sais bien cette fameuse anecdote où il s'est rendu compte qu'en laissant le bruit de l'aspirateur, ça pourrait être extrait du film où on voit, où vous répétez là, il s'est rendu compte que ça l'obligeait à se monopoliser sur la source musicale qu'il jouait et que de ce fait, il trouvait des choses qu'il n'aurait pas trouvées s'il n'y avait pas eu d'aspirateur. C'est quand même quelque chose très Parce normal. que tout est archi-mental en fait chez lui. Et plus il y a de sujets de pensée, plus ça satisfait sa vision un peu cosmique des choses. Glenn Gould est très connu pour toujours chanter en jouant, etc. Ce chant qu'on entend, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce n'est pas justement cette préconception de la musique qui lui permet de réfléchir, de penser, de tout élaborer, et que, évidemment, tout ça se réalise immédiatement via un instrument. Et alors, par la mentalisation, ce qu'il appelle vraiment la mentalisation de tout ce que tu as dit. Donc il a besoin de se retirer du piano, d'aller à la fenêtre. Oui. Oui. Enfin, avant, il a juste besoin d'ouvrir la partition, de la photographier, de la prendre, et puis après, c'est presque fini. Voilà. Déjà, ça va très très vite en fait. C'est presque immédiat.
C'est une forme de génie, il y a quelque chose de surnaturel dans cette attitude. Mais il va plus, comment dire, intégrer digitalement ou techniquement ou physiquement son travail en allant regarder la fenêtre, en chantant intérieurement, plutôt qu'en bougeant ses doigts pendant des heures. Oui, en faisant en tout cas des exercices. C'est pas le piano, il n'a jamais fait un exercice de sa vie. Ah oui, voilà, c'est intéressant à savoir quand même. Non, tout était fait, sans doute qu'il travaillait quand même un peu, mais à partir de la matière musicale elle-même. De toute façon, on peut juger de rien. Il n'a pas, je le disais la dernière fois avec Manuel, il n'a pas passé de concours, il n'a pas eu de prix. Tout de suite, on a bien vu qu'il était d'une espèce à part, donc on l'a laissé faire son cursus, puis très vite, il a été un peu une vedette dès 14, 15, 16 ans, tu vois. Donc tout s'est fait immédiatement. Mais son rapport à l'instrument n'est pas un rapport tactile du tout. Et c'est ce dont il se méfiait d'ailleurs. Donc moins il travaillait son piano, mieux il se portait. Le piano, pour lui, d'une part, est un instrument d'égarement, comme il disait, presque satanique, qui éloigne de la musique pure. Donc moins on fait d'effets purement pianistiques, moins on joue un répertoire qui va dans ce sens-là, comme Chopin, Rachmaninoff, mieux on se porte. Et en plus, moins on le touche, et ça tombe bien, il n'a pas besoin de le travailler. Lui aussi, ce que Nietzsche disait très bien, il invente une théorie en fonction de ce qu'il est, Gould. Pas de ce qu'il veut être, mais de ce qu'il est. Comme en plus il se trouve qu'il n'a pas besoin de le travailler, tout va bien, tout est censé pour ce genre de prodige. Parce qu'en fait, on est dans le prodige, là. Et est-ce que quelque part le piano n'est pas l'instrument idéal pour lui parce que son aspect peut-être un peu avec une vraie mécanique, avec une sorte de distance qui n'est pas vraiment voix, qui n'est pas vraiment percussion, qui est tout ça, qui est harmonie, qui peut mettre toute la musique, mais sans y mettre tellement de personnalité comme par exemple, je dis au hasard, tiens, par exemple un violoncelle. Où c'est très connoté. Hein, exact. Non, c'est l'instrument idéal, tu l'as très bien dit, parce que c'est l'instrument de la neutralité absolue, si l'on veut. C'est l'instrument du noir et blanc. Tu vois, donc ça permet tout et en même temps de ne pas aller dans un sens qui soit trop celui de la fête ou de l'hédonisme dont il se méfiait, et qui est pourtant présent malgré lui. C'est aussi le paradoxe chez lui. Hein. Plus il dit moins il veut être romantique et plus il l'est. D'ailleurs, il disait que finalement il était ultra romantique. Mais en même temps, la musique l'habitait tellement, et il avait tellement le souci de la partager à sa façon, aussi unique et insolite soit-elle, que Paris réussit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je dis, c'est comme tu le disais aussi, il est sans doute plus connu encore dans la rue que Karajan, que Callas ou je sais pas qui. Peut-être parce qu'il y a ce mystère d'une totalité qui est quand même accompli, même s'il est mort à 50 ans. Oui, quand même. C'est ça. Oui, mais tu sais, des fois, on peut vivre beaucoup de choses en peu de temps. Hein. Voilà, la vie, c'est pas une question de durée, c'est plutôt une question d'intensité. C'est une leçon nietzschéenne qu'il a comprise, Gould. Et la musique, c'est une question de durée ou d'intensité, Henri de Marquette? Écoute, je te laisse finir là-dessus. Hein bon.